Et bonjour Monsieur Mélenchon. Bonjour. Invité politique de France Info. Vous êtes avec nous depuis Strasbourg. Monsieur Mélenchon, C'est ça. voilà. Donc, on va le dire, hein, en duplex, on le pensait, puis finalement vous êtes par téléphone, mais c'est pas bien grave. Un mot sur ce que disait François Hollande hier, Monsieur Mélenchon, en conférence de presse. D'abord sur ce chiffre, les 24 000 réfugiés qu'on accueille en France. Est-ce que c'est trop peu? Est-ce que ça suffit? Est-ce que c'est déjà ça? D'abord, ça ne pose pas vraiment le problème des causes, mais en tout cas, si je prends le chiffre lui-même, comme toujours, il faut manier les chiffres que donne François Hollande ou ses proches avec beaucoup de précaution, parce que l'année dernière, il a évoqué le chiffre de 60 000 personnes, n'est-ce pas? Alors tout le monde a compris que 60 000 personnes avaient été accueillies en droit d'asile. Pas du tout. C'est 60 000 demandes qui avaient été déposées et une douzaine de milliers avaient été acceptées. Par conséquent, l'année dernière, on a fait 12 000 et là, on va faire 24 000 sur 2 ans, si j'ai bien compris. De sorte qu'à la fin, on ne sait pas au juste de quoi il s'agit. Mais est-ce que c'est un début au moins? Parce qu'on sait bien que les gens sont partagés, y compris d'ailleurs, vous l'avez vu ce sondage comme moi, hein, 55% des gens, oui, ça fait mais beaucoup. je le comprends. Mais je le comprends. Est-ce qu'il faut tordre le bras? Non, mais les gens ne sont pas dupes. Ils savent, si on leur annonçait on va accueillir cette année X milliers, et ensuite l'année prochaine, la situation va se stabiliser, voire même s'inverser. Alors on serait tranquille. Mais les gens comprennent instinctivement que tout ça n'a pas de sens, puisqu'on ne traite pas les causes. Je vais vous donner un exemple. Les Allemands s'apprêtent à accueillir quelque chose comme 800 000 personnes. Bien, dans ces conditions, il faut voir, les 800 000 personnes, excusez-moi parce que l'on vient de me changer le casque, c'est assez acrobatique. Oui, j'ai bien compris que qu'on était en train de vous mettre un casque et que pendant ce temps... On n'en reprendra pas 800 000 autres. D'accord. Oula, je crois qu'on est en ligne, en direct avec... Voilà, on a eu un petit problème de... pourrait aboutir exactement au contraire. Je crois que Jean-François Aquili est revenu dans ce duplex et a pu reprendre la main. Voilà. Oui, je vous entends, mais non, mais je vous en prie. Alors j'allais vous poser la question, on va enchaîner comme ça, Monsieur Mélenchon, j'allais vous poser la question des frappes, et j'imagine que c'est là que vous alliez, Jean-François, vous aussi. Ces fameuses frappes sur la Syrie, est-ce qu'on a raison d'y aller, Monsieur Mélenchon? Mais d'abord, commençons par dire qu'il n'est pas question de frappe pour l'instant. Il est question de vol de reconnaissance, ce qui me paraît assez absurde, car j'en informe ceux qui nous écoutent, l'armée française dispose de moyens d'observation satellitaire qui sont extrêmement précis et extrêmement efficaces. Par conséquent, je ne comprends pas très bien ce qu'il fait, sinon préparer les esprits à l'idée que l'on frapperait. Bien, mais qui va-t-on frapper? Par définition, Daesh est une organisation infiltrée, d'ailleurs elle occupe des villes en Syrie. Va-t-on bombarder la population civile? Et quel mandat avons-nous pour le faire? Ce sont les Français qui décident, avec les Américains, de bombarder tel pays, d'entrer dans tel autre. Tout ça est incohérent. Je trouve que le dialogue que les Russes ont commencé est beaucoup plus efficace, puisqu'il a le mérite de la franchise. L'ensemble des pays concernés, parce qu'ils ont tous les doigts dedans, la Turquie, l'Arabie Saoudite, le Qatar et ainsi de suite, ont discuté cet été avec les Russes sur la manière de mettre fin politiquement à ce conflit. Enfin, je termine en disant qu'il est anormal qu'une organisation comme Daesh ait des réserves de plusieurs millions de dollars et qu'il continue à vendre du pétrole à des pays parmi lesquels il y a des pays européens. Vous savez qu'ici au Parlement européen, il y a eu plusieurs protestations sur ce sujet. Qui achète le pétrole de contrebande de Daesh? Donc vous voyez, il faut arrêter. Il y a un aspect spectaculaire et visible qui permet de s'émouvoir à bon compte, et puis il y a la réelle politique qui est faite des intérêts des uns et des autres, avec lesquels il faut composer. Et en particulier, il est tout à fait clair que si Bachar el-Assad ne représente pas le peuple syrien qu'il a lourdement martyrisé, il n'empêche qu'aujourd'hui, c'est aussi avec lui qu'il faut discuter. Donc les Français qui ont retiré leur ambassade sur place, nous, notre pays, nous devons rétablir des liens pour parler avec tout le monde si nous voulons que le conflit cesse. Vous avez entendu Jean-Luc Mélenchon, donc nous sommes ici même en direct du Parlement européen de Strasbourg. La liaison n'a pas été facile, hein, Fabienne. Vous avez entendu Jean-Luc Mélenchon, le président de la République, les impôts vont baisser l'an prochain en 2016, 2 milliards d'euros, 8 millions de foyers financés par une baisse des dépenses publiques. Est-ce que c'est une bonne nouvelle pour vous? Je suis très... Bon, je ne vais pas vous cacher que cet homme m'inspire pour finir à présent une sorte de méfiance permanente. Parce que, regardez encore, on annonce une baisse d'impôts. Bon, pourquoi faire? Pour faire sortir un certain nombre de gens de l'impôt sur le revenu. Moi, je suis pour que tout le monde paye, je vous le dis franchement. Tout le monde doit contribuer, évidemment. Quand vous dites tout le monde, c'est absolument tout le monde, y compris les tout petits revenus, c'est ça? Oui, tout le monde, parce qu'il y a une dignité civique à contribuer à l'effort collectif. Bon, fût-ce si c'était 10 euros que ce serait ça. Deuxièmement, c'est pas ça la solution pour rendre l'impôt
impôt plus léger, c'est de l'étaler. Au lieu de 5 tranches, il en faut 14, de manière à ce que la classe moyenne ne paye pas pour tout le monde et que ceux qui ont les revenus les plus élevés payent davantage. Mais surtout, M. Aquili, ce qu'il y a de choquant dans la déclaration de François Hollande, c'est qu'il dit je vais baisser les impôts. Oh, et ensuite il dit ben, ça sera en coupant des dépenses publiques de plus. Donc ça va faire il y a moins plus d'argent dans les caisses. Voilà, c'est ce qu'il dit. En effet, on s'est arrangé pour appauvrir l'État. Donc il y aura moins de policiers, il y aura moins d'instituteurs, moins de professeurs. C'est ça, il y aura moins de crédits pour les collectivités locales, car vous savez très bien ce que fait François Hollande comme son prédécesseur Sarkozy, c'est de reporter sur les collectivités locales les dépenses que l'État n'assume plus. Donc ça veut dire que c'est vous qui vous retrouverez à payer avec vos nouveaux revenus, vous ne payez pas d'impôts, vous avez plus d'argent pour payer ce qui coûte plus cher. Tout ça est absurde. Vous avez vu ce qu'a dit également le secrétaire général de la CGT, Philippe Martinez, c'était sur France Info avec Jean Lémarie. Il dit non à la réforme du Code du travail voulu par François Hollande, qui dit plus de souplesse pour les branches pro, les professionnels et les entreprises. Il faut quand même changer un peu le système. Alors là, pour une fois, non, bien sûr que non. Pour une fois, on va dire que Hollande est plus franc que d'habitude, parce que les autres nous racontent des salades, le code est illisible, blablabla, etc. Par exemple, on pourrait dire le dictionnaire avec 24 lettres, c'est beaucoup trop, ça fait des milliers de pages, donc on pourrait en enlever. Tout ça est ridicule. Donc on met ça de côté, le blabla sur les formes. Après, il y a le fond, on a bien compris. C'est pas nouveau, les amis. Vous vous êtes bien moqués de moi quand je vous avais dit qu'il avait écrit une tribune dans Le Monde où il disait qu'il voulait mettre l'accord d'entreprise au-dessus de la loi. Non, monsieur Aquili. La loi doit être la même pour tout le monde. Le démantèlement du code du travail est absurde. Vous imaginez que par exemple dans votre rue, le code de la route ne serait pas le même que dans la rue d'à côté. C'est ça que ça veut dire. Dans chaque entreprise, on fixe les règles du travail. Il n'y a plus de loi, il n'y a plus de règles communes. Et ne me racontez pas qu'un travailleur dans son entreprise, déjà celui qui a du boulot, il considère qu'il a de la chance, il va pouvoir négocier avec son patron les horaires. Mais c'est pas vrai tout ça. C'est pas vrai, ce sont des histoires. Jean-Luc Mélenchon, pour bien vous comprendre, selon vous, c'est un président de gauche qui s'est exprimé hier, où est-ce qu'il est sinon? Non, de gauche, on ne peut pas dire ça. Gauche, si vous voulez, c'est pas comme roux, blond et cheveux noirs. C'est pas une qualité qui tient à son corps. C'est un ensemble d'idées et de pratiques. Ce que fait François Hollande n'a rien à voir avec la gauche historique et à laquelle moi j'ai adhéré comme des millions de Français. C'est-à-dire que la gauche s'occupait des gens qui travaillent, des gens qui n'ont plus de travail, s'occupait de la santé, de l'éducation, et lui, c'est le massacre généralisé. Donc, comme il fait une politique de droite, et même de la droite libérale assez dure, puisque dans un certain nombre de domaines, il est pire que Nicolas Sarkozy. Eh bien, évidemment. Mais je veux dire, tout le monde s'en rend compte, non? On a bien vu qu'il a aggravé la situation de l'âge de départ à la retraite, c'est pire que Sarkozy. La situation de l'enseignement, etc., etc., etc. On pourrait faire toute la liste, mais on lasserait nos auditeurs qui le savent aussi bien que moi. Vous avez affirmé récemment à la une d'un magazine, Les Inrocks, que François Hollande ne se représenterait pas. Qu'est-ce qui vous fait penser une chose pareille? Non, ça c'est Les Inrocks choisissent les titres qu'ils veulent. Je sais pas ce que vous pensez. Au cours d'un entretien qui est long et donc je suis très reconnaissant qu'on m'ait permis de le faire, j'ai dit que s'il prenait comme critère la baisse du chômage pour se représenter, alors il ne se représenterait pas, car le chômage ne baissera pas. Je sais ce qu'il essaye de faire, démanteler le code du travail au point que, à la moindre petit frémissement de l'activité, on puisse dire ça y est, c'est reparti. Donc si c'est ça son critère, la baisse du chômage, alors le chômage ne baissera pas et donc il ne se représentera pas. Cependant, je le crois aussi capable de s'accrocher, puis tous les autres disent tant qu'à perdre, autant que ce soit lui qui le fasse. Parce que vous, Jean-Luc Mélenchon, vous irez, vous? Moi, il n'y a rien de décidé. J'ai dit que je me préparais. Mais je pense que si j'étais candidat, aujourd'hui, c'est ma réflexion aujourd'hui, je pense que je pourrais passer devant lui et donc réouvrir la voie pour une alternative de progrès. Au fond, vous savez, il n'y a que deux choix dans la société. Il faut arrêter avec les apparences. Il y a ceux qui pensent que le futur, c'est chacun pour soi et le marché pour tous, et les autres qui pensent que non, il faut serrer les coudes et être solidaire pour faire face aux malheurs qui nous accablent. Et comme on est une grande nation, avec énormément de potentiel, moi je crois que quand on aura à dire aux gens, écoutez, on peut s'en sortir tous ensemble, et très vite, c'est-à-dire qu'on peut très vite faire reculer le chômage et le reste, les gens peuvent choisir ça, préférer ça, le progrès, plutôt que la guerre civile avec Madame Le Pen, ou le chacun sur soi, pour soi avec Monsieur Sarkozy. Merci à vous, Jean-Luc Mélenchon, d'avoir été notre invité en direct. Je salue le travail des journalistes qui ont fait de l'acrobatie avec la technique, et les techniciens, bien sûr, qui ont réussi à rétablir le lien avec Strasbourg, et vous savez que Strasbourg est très loin des êtres humains pour ce qui concerne le Parlement européen.